Hey, salut les amis, c'est Gitaku. Aujourd'hui, on va faire un truc un petit peu spécial. Moi aussi, j'ai envie d'en faire un, hein. Comme tout le monde en fait, moi aussi, je me dis que je peux en faire un. Après tout, hein, ça fait longtemps que je suis dans le monde des mangas, de l'animé, et tout, et tout, et tout. J'ai bossé dedans, j'ai vu des milliards de films et tout ce qu'il faut. Donc, je vais faire un top 5 des mangas légendaires. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un top 5 des mangas légendaires? Alors déjà, il faut remplir quelques conditions pour être un manga légendaire, hein. Il faut déjà être légendaire, donc être légendaire, c'est quelque chose de vieux, quelque chose qui a un peu disparu. Donc, faut surtout pas avoir de suite à l'heure actuelle, parce que sinon on aurait pu avoir dans les légendaires bien sûr Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiaque, etc., 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 bien évidemment. Mais non, ils ne seront pas là parce que ils ont toujours des diffusions, ils ont toujours eu des rééditions et autres. Et en plus de ça, il faut que ce manga, pour qu'il soit légendaire, je l'ai considéré moi, qu'il faut qu'il ait en tout cas 20 ans avant aujourd'hui pour sa première parution. C'est-à-dire que il faut que le premier épisode ait paru il y a au moins 20 ans en arrière. Et si possible que la série se soit finie avant 20 ans, à partir d'aujourd'hui. Donc on est en 2018, donc il faut que ça y ait été fini avant 98. 98 pour les Français. Donc il faut que ce manga ait été paru, ou en tout cas le premier épisode ait paru avant, et si possible que ce soit fini avant 98. Donc ce sont de vieux mangas évidemment, hein. Venez pas me dire que oui mais l'animation qu'on fait aujourd'hui elle est mieux. Ah ben oui effectivement, hein, l'animation d'aujourd'hui elle est mieux. Mais ce qu'on a là-dedans c'est pas une animation faite avec des programmes 3D ou quoi que ce soit, hein. C'est de la peinture qui est fait avec des feuilles de papier, quoi. C'est un truc qui déchire vachement plus ton cul que de l'animation en 3D. Alors effectivement, l'animation en 3D avec l'ordinateur par derrière, c'est plus joli, hein. Les mouvements sont plus fluides, ça va mieux, quoi. Ça va mieux, les couleurs c'est plus facile, tout est plus facile, on est d'accord. Mais là, il y a du véritable travail derrière chacun de ces mangas, quoi. Ça a été dessiné à la main par des petits japonais. Oui, je suis désolé de le dire, mais c'est le cas, quoi. Ils travaillaient en chaîne, chacun avait sa planche, chacun avait son truc, et il fallait le faire à la main, quoi. Donc venez pas me dire maintenant que c'est moins bien que ce qu'on fait aujourd'hui parce que c'est plus lent ou parce que l'animation est moins fluide. Non, là, tu peux déjà partir de la vidéo parce qu'il n'y a rien du tout que tu vas aimer là-dedans. Parce que surtout, ce que j'ai concentré ici, c'est pas non plus qui a été le plus populaire ou qui a fait le plus de ventes ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir avec le scénario, les personnages, la continuité ou vraiment une idée faramineuse, quoi. C'est vraiment quelque chose de construit, c'est pas quelque chose que t'as déjà vu ou que tu reverras et qui marche parce que ça marche, quoi. C'est vraiment du légendaire, comme quand tu lootes un équipement légendaire, par exemple, sur WoW ou sur KOTOR, sur n'importe quel jeu RPG que tu veux, c'est un légendaire. C'est censé être un vieil équipement qui a été perdu, que tu connais pas, que tu sais pas ce que c'est, et tac, on vient te le montrer, on te le donne, tu le trouves, et enfin tu te dis, waouh, ça existait, et ben ça c'est légendaire, il faut que je le regarde. Et ça, c'est mon principe de légendaire. Donc maintenant qu'on sait ce que c'est que mon principe de légendaire, on va pouvoir commencer donc ce top 5 avec mon numéro 5. C'est parti, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, c'est le décompte d'un top 5 ça. C'est parti! Alors les amis, numéro 5, et on commence fort, et on commence très 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 fort avec ce numéro 5, Escaflowne. Alors Escaflowne, de quoi ça s'agit? Ça s'agit d'un très bon manga, voilà, j'ai pas besoin d'aller plus loin, va l'acheter. Non, je déconne, bien sûr, je déconne. De quoi ça s'agit? Eh ben, c'est simple. De quoi ça s'agit? Il s'agit de Hitomi, une étudiante japonaise qui se voit offrir un collier et qui, grâce à ce collier et ses pouvoirs psychiques, mentaux, de prévoyance, je sais pas, elle a plein de capacités étranges qu'elle ne sait pas gérer. En fait, elle va briser le mur des dimensions avec un autre monde, et de cet autre monde va sortir Van Fanel, un chevalier héroïque qui est parti combattre un dragon. Alors, pourquoi combattre un dragon, vous allez me dire? Ben, dans le but de récupérer le cœur du dragon afin d'activer un game LF, des espèces de robots gigantesques type mecha, mais médiéval, avec des épées, des poulies, des pistons, vraiment fait à l'ancienne, hein, vraiment hyper cool. Et donc, en activant ce game LF, il devrait pouvoir prendre les armes contre une énorme armée qui réduit tous les peuples de son monde à l'esclavage et qui les unifie en une seule nation. Ça, donc, c'est le plot principal. Donc, on a une héroïne qui va venir donc aider Van Fanel, qui est capable de voir légèrement l'avenir, de prédire les sentiments des gens, enfin, pas mal de choses comme une voyante, en fait. Et donc ce héros mythique du chevalier qui défonce tout, qui est héroïque et qui veut la paix de tout le monde, enfin voilà quoi, un truc du genre. Et donc ça va créer une superbe dualité qui est très très rare dans les mangas, donc une dualité entre les deux personnages, c'est-à-dire que
Ben, vous saurez pas jusqu'à la fin de l'histoire qui est le véritable héros. Parce qu'on a cet Hitomi qui est là, qui a ses pouvoirs de vision, qui est capable de changer l'avenir, qui est capable de prédire des choses et autres. Et vous avez ce Van Fanel qui est vraiment le héros typique shonen, honorifique de manga, qui est capable de trucs de folie, pseudo de magie et autres. Et il sera très difficile pour moi, en tout cas comme spectateur, et je pense comme pour vous en tant que spectateur, de savoir lequel des deux est le véritable héros de cette histoire. C'est très 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 difficile. Parce que la mise en place voudrait que ce soit Hitomi, mais la présence de l'aventure dans le monde de Van Fanel voudrait que ce soit Van Fanel. Donc c'est assez compliqué. Bien sûr, bah, autour de ces deux personnages, vous aurez énormément de gens qui vont rejoindre l'équipe. Hein. Vous aurez le beau gosse, le badass, la fille qui était faite pour les hentai à la base. Qu'est-ce que vous avez d'autre oui, vous avez les frères, les sœurs, les familles, l'honneur, énormément de sujets. Beaucoup de secrets, de trucs anciens, de lore à découvrir, hyper intéressant. Et aussi, ben, vous avez, comme je l'ai dit il y a 2 secondes, énormément de dualités qui vont arriver avec ben, les rivaux, les ennemis, comme je disais, les dualités frères-sœurs, les oppositions. Et il y a énormément de trucs aussi cachés qui déchirent, quoi. Quand tout d'un coup t'apprends un secret sur un personnage ou quoi que ce soit, à chaque fois t'es là comme ça. Pardon? Non, sérieux? Ok. Ouais, je suis sur le cul. Donc, ouais, des trucs comme ça. Et ce qui en fait une série vraiment excellente. Alors après, pourquoi est-ce qu'elle est numéro 5 et pourquoi est-ce que je dis qu'elle est excellente, qu'elle déchire, qu'elle a un méga scénario, que les personnages sont bien montés, quoi que ce soit, qu'elle est numéro 5 seulement, elle aurait pu être au-dessus. Effectivement, mais non, ça commence très fort, mais on a un petit souci. Le petit souci, c'est la fin, en fait, du manga définitif. Donc, elle est excellente parce que elle est cachée, personne ne peut voir cette fin, personne ne peut comprendre, ne peut anticiper ce qui va arriver, c'est vraiment un truc de fou qui arrive à la fin. Mais en même temps, comme c'est tellement fou, c'est innovateur, c'est vraiment spécifique, et puis ça change énormément de tout ce qu'on pourrait voir dans de l'heroic fantasy, dans du manga ou quoi que ce soit, et ben ça crée un certain sentiment chez certaines personnes que il nous a manqué le climax en fait, pour certains quoi, ou il nous a manqué un truc, à la fin il nous fallait quelque chose quoi. Mais c'est juste émotionnellement puissant et psychologiquement fort même si on n'a pas ce que les gens voudraient trouver dans une fin, euh, c'est tellement bien remplacé par d'autres sentiments et d'autres appréciations que c'est vraiment de la bebon. Donc voilà, ça c'était Escaflowne. Je vais arrêter d'en parler parce que sinon j'ai commencé à spoiler. Là, je le sens dans ma tête, j'ai commencé à spoiler. Hein. Oui, dans ma tête, non, je l'ai pas spoilé là dans ce que je disais, non, dans ma tête, j'ai déjà commencé à me spoiler, et puis du coup, quand je réfléchis que je suis mon texte et que j'essaie de vous dire, et ben, je commence à avoir des spoils qui passent, c'est pas une bonne idée. Donc, on va passer au numéro 4 qui déchire encore plus et oh oui, c'est bon, let's go! Numéro 4! Et là, c'est pour l'humour, c'est pour la folie, c'est pour tous ces moments qu'on kiffe dans les mangas, tous ces personnages complètement cons qu'on trouve à l'arrière et qu'on aimerait que ce soit le personnage principal de cette histoire et qu'il déchire tout, et ben nous voici dans Slayers. Alors Slayers, c'est quoi? Alors dans le principe, c'est Lina Inverse, la fille qui fait peur aux dragons. C'est en gros c'est résumé comme ça. Donc Lina Inverse, donc la fille que vous voyez là à l'image actuellement. Donc c'est la magicienne suprême, la magicienne noire suprême qui déchire tout et qui possède tous les sortilèges qu'elle veut. Son principe, c'est j'utilise un petit sortilège, mais si tu me fais chier, j'utilise le Dragon Slayer, qui est une attaque monumentale qui détruit des villes entières, et on s'en branle royal, hein, même si on est en ville, même si elle est bon, on s'en fout. Donc le deuxième personnage principal, c'est le blond, qu'on appelle Gaori, qui est pour moi le personnage le plus mythique et le plus drôle de toutes les séries manga confondues. Peu importe qu'il y ait qu'un seul personnage qui soit drôle, ou que ce soit à peu près tout le monde qui soit drôle, là, ce personnage, il déchire. C'est un chevalier héroïque qui cherche à sauver la veuve et l'orphelin et surtout une princesse qui soit bonne. Voilà. Et son deuxième point avantage, c'est que c'est un bon guerrier quand même. Hein, on va pas chier là-dessus. Hein, c'est un bon guerrier, mais il a une capacité à ne rien retenir. C'est-à-dire que si par exemple vous donnez un plan à Gaori, vous lui dites, écoute, on va se splitter. Moi je pars à gauche, toi tu pars à droite. Il va te dire oui bien sûr. Et ensuite quand tu vas dire allez go on y va, et ben lui il va pas partir à droite parce qu'il devait partir à droite, il va partir un peu là où il le sent quoi, parce qu'il aura complètement oublié tout. Alors dans ce manga vous avez aussi d'autres personnages qui vont rejoindre le groupe. Après vous avez une healeuse du nom d'Amelia, vous avez un Zeros, un démon qui va venir, Zell qui est un
un espèce de démon aussi. Enfin, il y a plein de démons, il y a plein de dragons, il y a plein de créatures magiques, il y a de tout, de tout, de tout. Mais ce qui est important dans cette série, et ce qui me fait dire que c'est une des séries qui doit être dans le top 4, parce qu'il n'y a jamais eu plus d'humour dans une série que dans celle-là, c'est que tous les personnages, même le personnage principal, sont complètement à l'ouest. Permanence. C'est l'impression que vous avez, c'est comme si vous, si je sais pas si vous avez fait des jeux de rôle, mais si vous faites un jeu de rôle ou si vous faites un RPG ou quoi que ce soit, ben vous allez tenter de faire mais tout ce qui est pas dans l'histoire, quoi. Toutes les conneries, quoi. Tuer des gardes, voler le roi, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Mais on s'en fout. On s'en fout royal. Et le principe du truc, c'est que on s'en fout et on utilise tous les clichés et tout ce qu'on aurait toujours voulu faire ou dire dans un manga, dans un jeu ou dans un truc de ce genre. Et c'est vraiment du n'importe nawak en permanence, quoi. C'est de la folie. Franchement, j'arrête pas de me marrer. Par exemple, la petite blanche, là, Amelia. Mais en fait, elle est née de la magie blanche, avec de la pure magie blanche, mais quand elle voit Lina Inverse qui fait tout péter avec ses sorts de la mort, eh ben elle aimerait bien faire les mêmes, mais sauf que c'est impossible. Donc à chaque fois qu'elle pourrait sauver la situation, utiliser un sortilège ou quoi que ce soit, eh ben elle va essayer de faire un sortilège de magie noire qui va bien sûr échouer. Bref, c'est le foutoir. Et juste pour encore, juste, il y a un épisode par exemple, c'est vraiment pour moi le meilleur épisode confondu de toutes les séries humoristiques qu'il peut y avoir. C'est l'épisode de la maison des poupées, c'est monumental. Alors là, vous avez donc tout le monde qui doit se déguiser parce qu'il y a un magicien, un puppet master qui transforme tout le monde en poupée s'il les trouve à l'intérieur et qu'apparemment c'est une poupée, donc c'est difficile de retrouver une poupée au milieu des poupées. Donc pour aller piquer le trésor, en gros ils ont décidé de se déguiser pour passer comme des poupées, passer à l'as, quoi. Alors bien sûr, dans les déguisements, on va se retrouver avec le classique de la blague, avec le mec qui est le plus badass, qui va se retrouver avec une licorne, des trucs hyper badass qui sont filés à d'autres types qui sont vraiment Nazbrock. Enfin bon, là, ça veut rien dire déjà. Et vous avez donc Gaori, mon personnage préféré, qui se retrouve déguisé en méduse. Et franchement, c'est juste ultime. Tous les passages où il est là, c'est juste ultime. Le gars, en fait, à la base, ça aurait dû être une méduse. C'était juste l'affiche qui fait comme ça, qui se retourne et qui te dit non, c'est pas un héros légendaire avec une épée et un truc, c'est une méduse. Et le gars, il aurait dû être méduse toute sa vie, quoi. C'est juste monumental. Et puis, justement, on arrive à un passage où ils doivent faire comment dire, des exercices de style et puis des affrontements contre des gars. Vous voyez, des exercices de style, parce que c'est pas forcément se battre ou quoi que ce soit, donc des exercices de style. Et puis vous allez arriver vers un gars qui va dire, c'est Zéro je crois, il dit ouais, moi je veux faire la cuisine, je suis trop fort en cuisine, je fais trop des bons plats. Puis il fait un plat mais de la merde, avec que de la merde dedans, mais que de la merde dedans, puis du coup il perd. Et puis les gars ils lui font mais pourtant tu disais que t'étais un bon cuistot et tout et que tu savais faire la cuisine. Du gars il se retourne et puis d'un air tout joyeux et c'est normal quoi, je m'en fous, c'est pas grave quoi, il fait oui mais j'ai oublié quoi. Et voilà quoi, méga blague, c'est situationnel, c'est de la méga blague situationnelle, c'est monstrueux. Il y a de tout, hein, vous allez trouver tout type de blague, hein, la blague la plus débile, la blague la plus cochonne, la blague de situation, la blague de visage, et c'est visuel et auditif, c'est excellent, franchement je me suis marré tout le long, c'est pour ça qu'il a la place de numéro 4, parce que quand on est le meilleur manga humoristique de l'histoire, il faut avoir une place numéro 4, sinon ça ne sert à rien de faire un top. Bon. On a bien assez rigolé avec Slayers. On va passer à autre chose et là on va récupérer du sérieux sur les 3 prochains numéros. Oh oui, du sacré sérieux. Attention. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Let's go. Numéro 3, Iria. Alors, Iria, qu'est-ce que c'est? C'est une énorme course-poursuite. C'est un manga qui a une tension énorme tout le long. Alors, le plot principal, c'est un frère et une sœur qui sont chasseurs de primes, Iria et son frère, et qui sont donc les meilleurs dans le domaine. Donc dans leur but principal, c'est un peu comme dans Nicky Larson ou autre, donc c'est d'arrêter des bandits et de les remettre à la justice. Tout ça dans un monde steampunk très poussé, je dirais même plus que steampunk, je dirais passé-futur mélangé, vraiment assez cool, voire funky punk, je dirais plus funky punk. Mais avec des designs qui sont correspondants à l'univers qui les entoure. Alors c'est un univers qui n'est pas basé que sur une seule planète ou que sur un seul monde, hein. Vous avez des vaisseaux spatiaux, vous avez plusieurs planètes, vous avez des téléporteurs, vous avez des véhicules qui volent. Enfin, de tout et de rien, vraiment, vraiment tout mélangé, hein, avec de la vieille conception de machines ou de fusils, avec des trucs top niveau au niveau de la technologie. Et au bout d'un moment, dans cette aventure, ça va se mettre très vite en place, hein, c'est 8 ou 10 épisodes seulement, hein, cette série d'OAV. Donc ça va se mettre assez vite en place, ils vont recevoir une mission, en fait, il y a une espèce de paquebot stellaire qui a été pris en otage par un mec, et puis il menace de buter tout le monde. Donc
Personne n'arrive à s'en occuper. Alors du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils décident d'employer des mercenaires ou des chasseurs de primes, en l'occurrence Eria et son frère, pour aller s'occuper de ce paquebot. Et une fois arrivés sur ce paquebot, ça va être la galère. Ils vont affronter une créature du nom du Zeiram. C'est une espèce de vieux guerrier samouraï au niveau du skin, hein, qui est très chelou, qui a une tête sur le chapeau, qui a une tête ici, et qui a des bras qui repoussent, et qui est immortelle en fait. Elle est immortelle. Alors, évidemment, leur rencontre avec cette créature va être plutôt de la merde. Parce que vous avez déjà essayé en tant que mortel, Iria, elle est certes très douée, elle sait se battre, elle sait faire des esquives et des roulés-boulés, mais elle est quand même mortelle comme vous et moi à la base, hein. Donc avec des armes à feu et des choses comme ça, on n'arrive pas forcément à tuer une créature immortelle, ou en tout cas, non, ça ne marche pas. Donc ça va être la caque, donc à partir de là, Iria va décider de fuir. Et le Zeiram, cette créature très étrange, va décider de la poursuivre. Et pendant toute cette course-poursuite, Iria va tenter de trouver la réponse à qu'est-ce que le Zeiram, pourquoi est-ce qu'il est là, qui l'a créé, s'il a été créé, qu'est-ce que c'est comme entité spécifique, si c'est une entité spécifique, pourquoi est-ce qu'elle le poursuit elle, alors qu'il n'y a aucun lien entre eux techniquement. Donc ça va être vraiment hyper tendu et c'est ce que j'ai bien aimé parce que on a vraiment cette action continue, à part peut-être un épisode où il y aura quand même du re-questionnement sur le personnage principal ou autre qui sera beaucoup plus lent. Mais c'est vraiment, on sent la tension, on sent la pression. Il y a tout d'un coup des petits moments de calme comme ça, et tout d'un coup, bam, le Zeiram, on sait pas pourquoi. Des fois, on sait vraiment pas pourquoi. Hein, c'est vraiment à la what the fuck, le truc, il arrive là. Genre, il est attiré par le destin là, quoi. Il aurait pu atterrir n'importe où, quoi. Ou il aurait pu être envoyé n'importe où, mais non, il revient là. Et donc, le Zeiram en lui-même aussi, c'est une créature qui est juste magnifique. Au niveau des mangas, pour moi, ça fait partie, en tout cas, du top 2 des plus gros badass du monde. Je veux dire, le truc, il est immortel, déjà. Hein, je veux dire, comment est-ce qu'on peut être aussi badass que ça en étant immortel, déjà, à l'origine? Ok. Ensuite, il peut un peu inventer n'importe quel type de pouvoir et de résistance à un peu n'importe quoi. Et il tue, alors certes, il tue avec des armes, des pieux, des lances, des machins, des trucs étranges. Mais surtout, il a une autre capacité qui est vraiment dégueu. C'est-à-dire qu'il est capable d'absorber ou de transformer les matières organiques en espèces de choses étranges qui sont des copies du Zeiram, qui sont tout aussi immortelles que lui et qui défoncent tout pour en faire des armées. C'est assez... Et en plus, le design du personnage est joli, parce qu'il est vraiment joli, hein, il est bien dessiné et tout, mais c'est dégueu. Mais c'est dégueu. Au premier abord, ça paraît trop classé, trop badass, mais quand tu sais ce que c'est derrière, tu te dis, ah, c'est dégueu. Et c'est vraiment pour moi l'un des méchants les plus emblématiques et des plus badass et les plus indestructibles de l'univers du manga. Donc je voulais mettre Iria à cette place. J'ai beaucoup hésité entre Iria et Akira en fait, mais Akira pour moi c'est plus un manga, c'est plus une BD, ça dépend le format dans lequel vous l'avez découvert, ou un film d'animation qu'une série animée ou un anime en lui-même. Je trouve vraiment que c'est une œuvre à part entière qui n'a pas à être classée parmi des séries, des OAV ou des animes. Je la classerais dans les catégories films. Voilà, dans la catégorie film. Donc voilà, Iria, qui remplacera Akira dans la majorité partie du thème. Vous retrouverez le même truc de type gore, un peu badass, et aussi un méchant quasi immortel qu'on peut pas tuer, qui a rien à voir avec Tetsuo, que je trouve dégueulasse. Enfin bon, arrêtons de parler de ce film Akira qui est génial et qui est l'un des films manga, sûrement le meilleur film manga de toute l'histoire. Et passons au numéro 2. Mais n'oubliez pas, Iria, tension, mix avec du thriller, avec beaucoup d'action, et le méchant le plus badass de l'histoire du manga, pour moi en tout cas. À vous de vous en faire un avis quand vous aurez regardé Iria, vous me direz si le Zeiram pour vous c'est pas de la badass attitude, c'est tout. Ou pas. Bon, c'était bien Iria, c'était bien, moi j'ai adoré. Mais c'est rien comparé au numéro 2 qui arrive juste now. Numéro 2, l'interdit, le refusé, le maudit, le banni par tous, celui dont tout le monde parle mais celui dont personne ne fait l'éloge. J'ai nommé Neo Genesis Evangelion. Eh oui, on va parler en numéro 2 de Neo Genesis Evangelion. Alors, avant de commencer raconter l'histoire ou quoi que ce soit, j'aimerais commencer par casser la gueule à tous ceux qui disent du mal de Evangelion. Déjà, rien que
en disant que c'est lent, en disant qu'ils n'ont pas compris la fin, ou simplement en émettant des théories toutes bidons sur des phénomènes d'inceste, que si ça existe, c'est que c'est dans ta tête et que tu devrais aller te faire soigner sérieusement. Non, je ne déconne pas, sérieusement, va te faire soigner. Va te faire soigner, va te faire soigner direct. Donc, quel est le plot principal, le principe? Le principe, c'est simple. Alors, il y a eu longtemps un ange, on sait pas, hein, je veux pas spoiler non plus, on sait pas, un ange est arrivé sur Terre et a créé le premier impact, donc a fait une méga explosion en arrivant sur Terre dans les alentours de Tokyo, je crois bien, c'est vrai, je crois bien que c'est ça, ou non, Tokyo c'est le deuxième impact, là, je sais plus, enfin, qui a fait un méga impact, et donc qui a tué des millions de gens, et ben, l'humanité a réussi à le détruire, ou il s'est autodétruit, et on sait pas trop, hein, au début de le manga, je vais pas vous dire. Et donc les scientifiques ont été sur place, ils ont fait des recherches et tout, nanana, jusqu'au moment où les scientifiques ont découvert qu'il y aurait sûrement un deuxième impact, mais un peu trop tard, et un deuxième ange est arrivé, et boum, ils ont explosé Tokyo, quoi. Donc ils ont explosé Tokyo 2, et c'est parti, ils ont reconstruit Tokyo avec tous les immeubles qui peuvent aller sous le sol, pour éviter qu'ils se fassent péter une deuxième fois et tout, une troisième fois, et là, ils ont créé une société qui s'appelle la Nerve, entre guillemets, enfin il y a eu plusieurs sociétés concurrentes, mais la Nerve a gagné. Le principe était que ces sociétés devaient construire quelque chose pour empêcher les anges de pouvoir attaquer. Alors, ils ont créé les Eva, donc ces espèces de grands robots qui sont censés être capables d'affronter les anges à armes égales. Alors, le protagoniste, Ikari Shinji, lui qui a toujours grandi dans un orphelinat, va être recruté et appelé par la Nerve pour apparemment piloter l'EVA 01 parce que biologiquement, ses gènes et tout, ça fonctionne. Ça veut bien faire fonctionner les EVA, parce que les EVA, c'est des mécaniques étranges et compliquées. On va pas spoiler, c'est des mécaniques étranges et compliquées, je vous laisse voir après par la suite. Donc il faut des pilotes spécifiques pour pouvoir les conduire. Donc apparemment Ikari Shinji est fait pour être pilote et bien sûr le patron de la Nerve, cette société n'est autre que Ikari Gendo, son père, qu'il n'a pas vu depuis des années. Donc on peut déjà sentir un peu le malaise, le père qui rappelle le fils uniquement pour bosser parce qu'il en a besoin sur ses projets, parce qu'en fait il en a rien à carrer. Donc on a déjà un gros malaise. En parlant de malaise, je vais en profiter pour parler de toutes ces scènes ces scènes longues, chiantes où il ne se passe rien. Alors le principe de ces longues scènes chiantes où il ne se passe rien, c'est de créer une atmosphère lourde, pesante, continue, malsaine, pour bien faire comprendre que avec tout ce qui s'est passé, quand tu te retrouves dans une scène comme ça où il se passe rien, où t'as juste 3 moineaux qui se baladent, et ben, à part si t'es vraiment un gros couillon et que tu t'en fous l'histoire et que tu regardes que l'image, dans ta tête, toi-même, quand tu regardes ça, t'es en train de réfléchir à ce que t'as vu avant, aux phrases qui ont été dites avant, et ça te plonge dedans, et tu restes dans l'aventure. Ça te permet en fait une petite échelle de pause pour pouvoir digérer en fait les dialogues et l'action qui s'est passée avant. Donc c'est vraiment fait pour, quoi. Donc arrêtez de me dire c'est lent, c'est chiant, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est juste que toi tu sais pas regarder les trucs si ça pète pas et si le scénario c'est pas simplement je suis un gentil, je m'entraîne, je blaste un méchant, à la fin je me fais blaster, à la fin je reviens parce que je me suis réentraîné encore et je le bats parce que j'ai une plus grosse attaque qu'au début, je suis trop fort. Non, absolument pas. Ici, les anges ont toutes des formes différentes, ont toutes des capacités différentes, ont toutes des objectifs différents et une idée. Enfin, ouais, on va dire ça, mais vraiment. Chacun des anges a sa propre idée pour exterminer l'humanité. Et donc, il va falloir aux personnages des Eva d'avoir une putain de tactique et une stratégie, parce que les anges possèdent un Atéphil, c'est une espèce de bouclier immortel à travers rien passe. Donc, il va falloir trouver une arme suffisamment puissante pour passer, ou une stratégie pour passer à travers, ou un moyen de l'atteindre sans se prendre ce bouclier monumental que tu peux pas détruire. Donc là, on arrive sur tout ce que j'aime bien dans les combats, au niveau des sciences et autres. On a ces grands ordinateurs, des mecs qui réfléchissent, qui surveillent partout, et ça fait warning, 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 les appels, les gars qui doivent courir partout, monter dans leur robot, développer une stratégie d'attaque, parce que les Eva ont plusieurs défauts. Effectivement, hein, c'est des gros robots qui déchirent tout, qui peuvent aller super vite, qui peuvent utiliser toutes les armes et qui peuvent faire des mouvements de la folie, mais alors ils doivent être soit branchés sur le courant continu de toute la ville, ou alors ils ont une autonomie de 5 minutes. Donc en 5 minutes, si t'as pas ta tactique et si t'es pas prêt à faire le truc qui déchire tout de suite, évidemment, ça va pas fonctionner. Donc il y a énormément de stress, il y a énormément de tentatives et d'échecs, parce que les anges, c'est vraiment des trucs de badass, quoi, énormément d'échecs, et ça crée une espèce de tension génialissime, quoi. Alors, il y a d'autres trucs aussi, bien sûr, dans Evangelion, hein, ça c'est le principe d'origine, donc des humains qui construisent des robots pour aller combattre les anges afin de survivre, mais
Le véritable enjeu, la véritable histoire derrière, elle est tout autre. Elle est politique. Elle met en place des grandes entreprises, des fanatiques religieux, de la traîtrise, de l'information, des journalistes, énormément de sujets différents qui peuvent justement rapprocher ou séparer les personnages. En plus de ça, tous les personnages importants ou même certains secondaires ont un lien direct avec l'histoire, avec les chaînes du pouvoir et tout ce qui va être démêlé pour qu'on arrive à cette conclusion qui tue, quoi. Elle tue. Alors bon, effectivement, dans la série d'origine, hein, la conclusion, dans le coffret de base, quand la série d'origine était parue, je sais plus, au Japon, ça doit être dans les... ouais, encore dans les années 80, je pense, et 95 chez nous, quelque chose comme ça aussi, et ben... En fait, les 2 derniers épisodes, c'est Shinji, après qu'il se passe l'événement final en fait de la série, et on se retrouve dans l'esprit de Ikari Shinji qui va se poser énormément de questions sur ce qui se passe, sur qui il est, sur pourquoi ça s'est passé, ainsi de suite, et on va avoir quelques petites scènes de mouvements et d'actions qui vont nous expliquer ce qui est arrivé en fait aux autres personnages. Et c'est très dur à comprendre. Alors moi-même, hein, avec mes potes et tout, je crois qu'on l'a regardé 2-3 fois tous les 2 épisodes finaux parce qu'on avait rien compris aussi. Hein. Tu regardes ça la première fois, tu comprends 2-3 trucs et tout d'un coup t'arrives sur d'autres trucs, tu fais bien, tu fais oh merde. Bon, reviens en arrière, remets-le. Mais en fait, bon, on a regardé 2 fois et on a réussi à trouver la fin. On avait trouvé la fin, donc effectivement, c'était la bonne fin. Et comment est-ce qu'on a su que c'était la bonne fin? Simplement parce que dans les années 2000, 98, 2000, je sais plus, ils ont sorti ce film là, donc Evangelion, Death and Rebirth, qui est en fait l'explication en images des 2 derniers épisodes sur 1h30. Alors c'est super bien fait, alors effectivement on avait très bien compris l'histoire, hein. Il suffit juste de réfléchir un petit peu et puis de vouloir, hein. Mais sinon on y arrive très bien, hein. Autrement on est un peu con comme je disais tout à l'heure, et puis comme on n'a pas de Kamehameha à la fin et puis qui bat le méchant et puis c'est tout, c'est nul. Alors effectivement non, donc c'était vraiment très bien, donc là c'est tout mis en images sur un film d'1h30, et il y a une partie supplémentaire qui est rajoutée qui est assez intéressante, c'est tous les faits bibliques, invocation et autres, qui est assez monumental et qui est bien foutu. Moi j'ai bien aimé, franchement. Et c'est donc pour ça que Neo Genesis Evangelion est mon numéro 2, car c'est le classique incontournable. En plus on a l'icône féminine depuis l'existence de Neo Genesis Evangelion, Ayana Mirai, qui est un des personnages qui a le moins de lignes de texte et qui a le plus de profondeur dans l'histoire, qui existe vraiment, quoi, je veux dire. C'est pas juste pour faire beau, pour attirer les pervers sexuels sur le net. Non, c'est vraiment un personnage hyper profond, quoi. Et c'est monstrueux. C'est monstrueux. En plus, surtout, voilà, il y a quelques éléments dans Neo Genesis Evangelion qui sont sympas, qui vous donnent, en fait. Mais ils vous les donnent tellement comme ça, genre au saupoudrage, et avec toutes les informations qu'il y a, les intrigues sous-jacentes, l'action qui tout d'un coup met du stress et autres, vous n'avez pas le temps de faire les connexions. Vous n'avez pas le temps de faire les connexions de ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu ou quoi que ce soit, ça va trop vite. Surtout en plus si vous avez comme moi le coffret puis que vous enchaînez les CD les uns derrière les autres, ou vous regardez des épisodes sur internet ou j'en sais rien. Vous n'avez pas le temps de faire les connexions, mais il y a des connexions qui sont faisables et qui sont visibles, et quand on vous donne certaines informations sur les personnages et autres, et puis quand vous avez la conclusion de certains personnages, vous vous dites, ah, mais là, putain, j'aurais dû boire, putain, j'aurais dû le savoir et tout. Ça se voyait en plus, mais pourquoi j'y ai pas pensé? Et c'est monumental. Ça a une interactivité avec toi, direct. Bon, bien sûr, hein, on peut toujours aller, non, c'est pas un bon numéro 2, on aurait pu mettre d'autres trucs, mais non, je suis désolé, non. Au niveau de la construction du scénario, au niveau de l'histoire, au niveau des personnages, du développement et du finish, c'est numéro 2, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Quoi? Non, je parle pas du numéro 1? Ouais! Un jour, je me suis arrêté comme ça, j'ai pris un truc, et c'était vachement mieux. Tiens, d'ailleurs, si on passait au numéro 1, hein, ça vous le dit? Alors c'est go! Numéro 1. L'ultime, l'unique, le mieux dessiné, le plus intéressant de tous les mangas légendaires d'il y a 20 ans à peu près, X-Clamp des studios Clamp. De quoi on parle dans ce manga? On parle de la Terre, du fait qu'elle arrive gentiment à saturation et qu'elle se suffit plus à elle-même. Donc elle fait appel à 2 camps, les dragons du ciel et les dragons de la Terre. Ces 2 camps vont défendre une position de la Terre et une autre. Les dragons du ciel vont défendre les êtres vivants qui existent sur la planète. Et les dragons de la Terre vont défendre la nature et la Terre en tant que planète elle-même. Ce qui va créer un conflit évident
entre protéger les êtres vivants, donc surtout nous les êtres humains qui défonçons la Terre, ou défendre la planète au détriment des êtres vivants. Donc sur ce principe, deux camps vont se réunir. Donc les dragons de la Terre et les dragons du ciel sont guidés par un personnage que l'on voit ici doublement qui s'appelle Kamui. Donc on aura un Kamui du côté des dragons de la Terre et un Kamui du côté des dragons du ciel. Donc ils sont guidés par ce leader et rentreront en combat automatiquement, c'est obligatoire, c'est le destin, c'est la fatalité. Alors vous allez me dire oui mais le destin, la fatalité, c'est des vieux schémas et tout. Eh ben oui c'est des vieux schémas, mais ils sont très très bien étudiés ici là-dedans. Et vous verrez qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas se sacrifier pour cette soi-disant prophétie et autres. Et vous allez voir comment c'est étudié. C'est très très bien foutu. Alors ces personnages vont être rassemblés autour d'une voyante en fait à l'origine, qui va faire en sorte de faire venir Kamui jusqu'à lui et lui demander de choisir un camp. Et en choisissant ce camp, en fait, il va se passer plusieurs répercussions derrière, auxquelles je ne veux pas parler parce que je ne veux pas vous spoiler. Mais ce qui est très intéressant au niveau de la construction des personnages et de l'histoire, c'est que chacun des personnages, que ce soit les dragons de la Terre ou les dragons du ciel entre eux, ne sont pas forcément des alliés. Ils ont grandi différemment, ils ont d'autres idées sur la vie, ils ont plus ou moins de réflexion, ils ont plus ou moins d'intelligence, ils ont plus ou moins une véritable identité, pensée, réfléchie, sur lequel, à chaque fois que tu vas regarder un personnage ou quoi que ce soit, comme dans Game of Thrones, il a son passé, il a son histoire, il existe, il est palpable, le gars. Tu vas avoir le montant en l'air, le flic, la prostituée, l'écolière, le moine bouddhiste, la fille qui s'occupe de l'informatique, le clone, énormément de choses, énormément de sujets, énormément de types de personnages différents qui ont tous vraiment une entité qu'on peut palper, après laquelle on peut se représenter, ou même si c'est quelqu'un ou un personnage qui n'est pas du tout comme nous, on arrivera quand même à comprendre sa philosophie qui est tellement bien expliquée. Et c'est vraiment très cool. On va retrouver aussi, bien sûr, des opposés entre les deux factions. Hein. Quelqu'un qui possède par exemple la magie de l'eau, l'autre la magie du feu, enfin et ainsi de suite, la magie noire, la magie blanche. Mais c'est pas parce que la magie noire et la magie blanche existent qu'à la base elles vont s'affronter ou que ce sera ça le duel final, quoi. Mais c'est assez intéressant dans le principe. Ce qui est aussi intéressant dans le principe, c'est que on va avoir des alliés qui vont pas s'aimer en fait, voire même se taper dessus, ou des ennemis qui, au contraire, sont amis en fait et sont alliés quoi et qui n'ont pas du tout envie de se battre. Donc il y aura énormément de trucs hyper intéressants et on va se retrouver aussi dans un truc vraiment Game of Thrones. C'est là qu'on va vous présenter énormément de personnages. Vous allez sûrement vous attacher à beaucoup d'entre eux parce qu'ils ont énormément de charisme comme j'ai dit, ils sont super entiers, ils sont on peut reconnaître un véritable personnage travaillé et on va se retrouver dans Game of Thrones, ils vont y passer à la casserole, parce que oui, hein, les dragons de la Terre et les dragons du ciel, c'est quand même la planète en elle-même qui les a appelés pour faire un truc. Je veux dire, à partir du moment où tu veux défier ta propre planète de te donner un ordre, il y a quand même un moment où ça va pas. Donc effectivement, il va se passer des choses assez dramatiques, assez prenantes. Et vous avez énormément de thèmes qui sont travaillés là-dedans en supplémentaire. Hein. Vous avez bien sûr les opposés qui soit s'attirent, soit se repoussent totalement. Vous avez des sacrifices ou des massacres devant les yeux des gens qui sont proches, qui vous donnent envie de pleurer, qui vous donnent envie d'arracher les cheveux, de mettre des claques au gars d'en face. Genre, ça vous prend au trip, quoi. Ça vous prend à l'intérieur. C'est hyper bien monté et vous avez aussi une démonstration quand même de pouvoir et de capacité assez monumentale. Le moine bouddhiste, ça déchire ce qu'il est capable de faire. Les Camus, je vous explique même pas. Il y a vraiment de très belles scènes, de très belles animations et tout un côté psychologique qui est monstrueux. Alors, je veux pas spoiler le côté psychologique parce que c'est quand même un des trucs les plus importants et les plus fun à voir dans ce manga. Enfin, je dis fun, mais c'est surtout fun là-dedans, hein, pas fun. Ouais, c'est trop cool. Donc c'est fun là-dedans. Et je vais vous faire juste un petit passage. Il y a deux dragons qui discutent entre eux, je vous dis pas lesquels. Et il y en a un qui dit à l'autre, oui mais tuer des êtres humains, machin et tout, ça te pose pas des problèmes. Je veux dire, moi ça me pose des problèmes. Et toi, si je te posais la question, pourquoi est-ce qu'on tuerait pas un être humain? Tu me répondrais quoi? Puis l'autre tu lui dis, je sais pas, je te répondrais rien. Je te dirais, c'est des connards qui détruisent la terre. Et puis on s'en fout, c'est des méchants quoi. Puis l'autre il lui répond, mais non, c'est pas pour ça qu'on tuerait pas un être humain, t'as rien compris. C'est parce qu'on en affligerait un autre. Et là, il y a toute une réflexion quoi, on en affligerait un autre. C'est-à-dire que si par exemple moi je suis le méchant et que tu me butes, mais c'est ma famille qui va subir. C'est pas moi je suis mort. Ça sert à rien. Et en même temps, c'est aussi
un préquel à La Roue de la Vengeance. Donc c'est magnifique, c'est magnifique, c'est juste monstrueux à tous les niveaux, c'est monstrueux. La musique, elle déchire. Franchement, il y a des passages musicaux qui peuvent faire le café à elle toute seule. Les effets visuels des pouvoirs et des combats, ça fait le café à lui tout seul. L'intensité de chaque dialogue et de chaque mouvement et de chaque intrigue, c'est intense quoi. Je veux dire, tu commences, tu t'arrêtes pas quoi. Je m'en fous, ça dure, je sais pas, fais voir comme ça. Je vais voir sur mon coffret vite fait, ça dure 25 épisodes, 500 minutes. Mais t'as pas envie de faire la pause au milieu. T'as pas envie de faire la pause au milieu, ça sert à rien. Je veux dire, ta vie elle est morte à côté. Non, je déconne, mais oui, quasiment quoi. C'est vraiment, vraiment super bien foutu quoi. Et vous aurez énormément de plot twists et de mélanges et d'autres trucs au milieu qui vont vous accrocher quoi. Et ouais, c'est vraiment accrocheur. En termes général, c'est vraiment accrocheur. Et j'aimerais bien finir encore un petit peu sur cette boîte là, Clamp, qui a fait X de chez Clamp, hein, X Clamp. Et en fait, vous avez donc trois versions de X Clamp. C'est la version manga, la version anime ici, série OAV, ou alors la version film. En sachant que les trois proposent des fins différentes, des fins que tu peux pas. Non, on n'est pas dans un shonen. Oui, on est dans un Game of Thrones, effectivement. Donc il y aura une fin que tu peux pas te douter encore. Et non, tu peux pas te douter avant 2 minutes. Enfin, avant qu'elle arrive, en fait. Tu peux pas te douter. C'est impossible. C'est impossible. Donc, vous avez une fin dans cet anime-là, vous avez une fin dans le manga, et vous avez une fin dans l'autre film. Alors, c'est trois fins différentes, ce qui vous donne trois possibilités de visions différentes de l'histoire, hein, même si l'histoire est la même. Alors pourquoi je préfère moi l'animé, et je vous le montre en animé en disant qu'Akira tout à l'heure par exemple c'était plus une BD, parce que je trouve que la BD n'arrive pas à avoir ce sentiment accrocheur, n'arrive pas à avoir ces phrases et ces phases qui sont tellement plus puissantes avec de la musique, avec des dialogues, et qui sont beaucoup mieux puisqu'ils sont beaucoup plus courts au niveau des explications et beaucoup plus... Voilà, ça, prends ça dans tes dents, tiens. Et c'est vachement plus important. Et dans la version film, ben pareil, ils essaient de le mettre, mais c'est trop rapide. T'as pas la psychologie derrière, t'as pas le développement du personnage. Donc oui, c'est une belle phrase, mais elle est sortie de son contexte. T'es pas dans le truc, ça va pas. Donc pour moi, le manga c'était trop long, le film c'était trop court, et je trouve que ben, cette série animée c'est le truc qui correspond parfaitement à mon type de réflexion et à mon type de mouvement et d'action que j'aimerais avoir quand même, malgré que j'adore avoir un vrai scénario rigide avec des personnages qui ont de la substance et autres. Et c'est monstrueux, hein. Je veux dire, c'est aussi un superbe roman graphique. Je veux dire, toutes les scènes, toutes les recherches, comment c'est disposé et tout, hein, c'est juste monstrueux. Et puis là, vous avez donc là, c'est les petites images que je vous mets, et c'est les images du vieux DVD hein, qui a plus de 20 ans. Hein. Donc et c'est encore hyper beau. Hein. Alors j'imagine même pas la réédition en Blu-ray ou un truc du genre. Hein. Ça doit être monstrueux. Hein. J'aimerais bien voir ça aussi. Donc là, vous voyez, hein, les graphismes. Après, c'est à vous de voir si vous aimez ce genre de dessin, graphisme ou autre. Mais moi, j'adore, quoi. C'est un peu biblique aussi, comme dans Evangelion, mais c'est plus mythique. C'est relié à Gaïa, à la Terre, aux dieux anciens, et il y a tout cet aspect, franchement, badass attitude sur tout le monde, quoi. Je veux dire, il y a pas un personnage trop con, quoi. Il y a pas le con de service. Oui, il y a le rigolo, si on veut, le type qui aimerait bien faire sourire tout le monde, qui aimerait bien tout le temps sortir une phrase un peu fun, histoire que ce soit, voilà, pour détendre l'atmosphère, pour faire rire ses potes, mais c'est pas exagéré, c'est pas lourd, c'est pas le personnage débile. Non, c'est super classe. Et puis, même ce personnage un petit peu rigolo, franchement, il va vous faire une phase, vous allez chialer. Ah ouais, je vous jure. Non, tous les personnages méritent quoi. Alors, ils méritent autant que, par exemple, John Stark, parce que il est trop cool, et il mérite en même temps la même chose que ben Geoffrey, quoi. Vous avez c'est le genre de personnage, quoi. Il y a les mecs, t'as envie de lui mettre des claques dans la gueule, tu veux qu'il crève tout de suite, t'en as marre qu'il soit là. Et t'as l'autre gars, tu te dis, mais pourquoi il fait rien, pourquoi. Et c'est monumental, j'ai rien d'autre à dire, c'est monumental. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là, parce que là, c'est comme tout à l'heure, là, dans l'autre truc, là, je commence à avoir des spoils, et je me dis, tiens, je pourrais dire ça, mais si je dis ça, ça risque de pas le faire, et autres. Et je veux pas vous spoiler quoi que ce soit, je veux juste que vous sachiez que de tous les mangas que j'ai vus, hein, même encore ce qui sort aujourd'hui, même si j'aime beaucoup l'Attaque des Titans, j'aime bien One Punch Man,
Il y en a d'autres que j'aime bien. J'ai jamais autant été pris à l'intérieur, quoi, au niveau des scènes, tout, quoi. Ça m'a choqué, quoi. Il y a énormément de scènes choquantes, de moments tragiques, de passion et de plein de choses, quoi. C'est le mieux. C'est le mieux que j'ai vu. De tous, en fait. Là, je l'ai placé dans les légendaires parce que je voulais faire des légendaires, des mangas qui avaient plus de 20 ans ou plus. Mais je pourrais encore le mettre dans un top 5, en tout cas dans les premiers, si ce n'est pas premier, d'un top avec les mangas qu'on a aujourd'hui, quoi. Tellement c'est bon, quoi. Et rien qu'à voir les petites images là qui tournent dans le coin, là, franchement, je suis désolé, quoi. Je suis désolé de un de pas pouvoir vous mettre la musique parce que sinon je me fais virer ma vidéo. Et de deux, de pas vous passer toute la série, quoi, sur ma chaîne, parce que si j'avais une chaîne de TV, je vous passerais cette série, quoi. Je vous la passerais en prime time, après manger, à midi, un épisode tout le temps, quoi. Faudrait que je vous le fasse voir, quoi. C'est sûr. Donc, n'oubliez pas, en regardant les petites images sur le côté, en regardant plus ma tête, parce que vous êtes pris, parce que j'étais en train de vous dire de regarder ces petites images, je vais vous faire un message subliminal, un message qui va vous rentrer dans la tête. X-Clamp est le meilleur manga. X-Clamp est le meilleur manga. X-Clamp est le meilleur manga. Oui, je vais l'acheter. Oui, je vais le regarder. Oui, tu as raison. Vous entendez cette musique qui rentre dans votre tête? X-Clamp est le meilleur manga du monde des légendaires d'il y a 20 ans. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc, vous les avez ici, donc en ce moment sur la petite image, la présentation des personnages qui vont donc se regrouper autour des dragons. Je vous laisse encore ces quelques secondes avec ma parole qui vous dit que son personnage préféré pour lui est le meilleur, le mieux dessiné, c'est quand même le héros, Camus principal. Son opposé est pas mal du tout. Mon personnage préféré parmi les dragons, ça va être celui qui représente l'eau. Et au niveau psychologique, après au niveau émotionnel, ben ce sera le moine bouddhiste qui est vraiment qui déchire. Et après, ben, vous avez d'autres personnages qui sont à peu près équivalents sont derrière. En fait, c'est difficile de les classer entre eux tellement ils sont tous trop classe. Ils ont tous trop ce qu'il faut, quoi, pour être des tueurs, quoi. Franchement, ils sont tous sans exception. Même ceux que tu trouves chiants. Tous. Alors, dernière chose à vous dire sur X-Clamp. Quoi, t'es pas encore en train de le regarder? T'es toujours en train d'écouter ce que je suis en train de te dire? Ah, va sur internet, non, je m'en fous. Va sur internet. Allez, on se retrouve quand même pour la conclusion. Tu restes un peu pour la conclusion, pendant que tu tapes sur internet, hop, tu laisses la vidéo tourner, que ça je te fais une petite conclusion derrière. Cool, on se retrouve tout de suite alors. Et nous voici donc arrivés à la conclusion. Alors, pour finir cette conclusion, j'aimerais vous dire que j'espère que vous avez aimé les présentations de tous les mangas. Peut-être que pas tous vous ont plu, mais qu'au moins un ou deux vous ont motivé à vous lancer dans l'aventure des mangas qui ont plus de 20 ans. Et j'aimerais aussi parler des soucis de mes postages de vidéos sur YouTube qui ont mis énormément de temps et j'en ai très peu fait cette semaine parce que je faisais des tests sur les top 5 au niveau des vidéos, des images et autres avant de me faire bannir mes vidéos. Donc maintenant j'ai compris comment on fait un top 5 et donc c'est pour ça qu'il est arrivé et que vous l'avez eu. Et je ferai sûrement d'autres petits tops si celui-ci fonctionne pour vous montrer un petit peu mes autres envies et motivations, genre quel type de manga actuel je kiffe, quels sont mes meilleurs films et ainsi de suite. Donc si vous avez envie de voir la suite de ces petits tops, en plus de mes petites vidéos de game et autres, un peu à la free, on se fait plaisir, et ben n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettez un petit pouce bleu en disant que c'était cool ce que j'ai dit, ou alors simplement partager le lien pour que d'autres puissent connaître ou voir pour la première fois ces mangas légendaires. Alors si jamais, aussi, si vous êtes arrivé jusque là, si vous avez tout suivi et que maintenant vous êtes super vénère et que vous avez envie de taper en dessous, moi je veux bien discuter avec vous. Par contre ça sert à rien de m'insulter en me disant que c'était naze ce que j'ai fait parce que celui-là il est mieux, celui-là il est mieux. Et, effectivement, il y en a des qui peuvent être mieux, il y a des gens qui peuvent d'autres mangas largement mieux, type GTO, type d'autres trucs qui existaient à l'époque, que moi j'ai trouvé moins bien construit au niveau des personnages, moins bien construit au niveau du scénario, où il y avait moins de trucs intéressants à regarder, mais chacun son type de vidéo et de top légendaire. L'important c'était de vous communiquer ce que j'avais ressenti et ce que j'avais vu il y a 20 ans en arrière, ce qui m'a fait kiffer les mangas par-dessus tout. Et maintenant vous savez tout et j'espère que vous allez faire comme toujours il faut faire. Vous vous souvenez de ce qu'il faut faire? Toujours. Que ce soit en jouant aux jeux vidéo, en regardant des mangas, en lisant des livres, c'est vous faire plaisir. Allez, à la prochaine.